It's over! It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, nouveau projet, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, c'est la première partie, sur 3 en tout cas, première partie d'un top 30 des joueurs NBA actuels, donc de cette saison. Plus largement, je pense pas faire de cette saison 2022-2023, mais plutôt des dernières années en comptant les playoffs. On prend en compte les blessures, le niveau intrinsèque évidemment, les résultats collectifs, mais pas seulement. Mon avis global sur la question, évidemment, va être important. Le ressenti sur le terrain, dans le jeu en lui-même. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait des stats, qui ne gagne pas, qui a un jeu un peu stéréotypé, va perdre des places, évidemment. Quant à d'autres qui ont des stats peut-être moins ronflantes, seront avantagés du fait d'un jeu vraiment fabuleux, n'est-ce pas les Kings? Enfin bref, vous m'avez compris. On va pouvoir commencer cette première partie, du coup, en passant de la place 30 à la place 21. Commençons. Alors déjà, je ne vais pas faire les joueurs qui n'ont pas passé le coche. J'en parlerai peut-être à la fin. J'en parlerai d'ailleurs à la fin de ce podcast. Donc restez jusqu'à la fin. On va parler des joueurs qui n'ont pas passé le cap. De toute façon, je pense que vous auriez deviné, si je les mets pas dans ce podcast, qu'ils ne seront pas dans le prochain. On parle de potentiels All-Star, de joueurs plutôt forts évidemment, mais qui ne rentreront jamais dans un top 20 NBA, en tout cas pour cette saison, pour ces dernières années. Donc allons-y, commençons avec le numéro 30. En numéro 30, j'ai choisi de mettre DeMar DeRozan. Alors, il a beaucoup baissé, Franchement, je vais vous le dire direct. Je pense que c'était un des 10-15 premiers noms que j'avais choisi. DeMar DeRozan est dans une saison avec les Bulls qui est assez compliquée. 11e à l'Est, 31 victoires, 37 défaites. Il est en 25 points, 4,5 rebonds, 5 passes, en 51, 33, 87. Sachant que les 33%, évidemment, en connaissant DeMar DeRozan, il en prend très peu. C'est un roi du mi-distance, un joueur très élégant à voir jouer. Certains le trouvent un peu soft ou voilà. Pour moi, DeMar DeRozan ne devrait pas être une première option dans une équipe qui veut aller chercher un titre. Je pense qu'on peut le dire maintenant qu'il a passé la trentaine, qu'il n'a plus rien à prouver dans cette ligue. On connaît son niveau, même si l'année dernière, il nous avait surpris. Il avait squatté, il avait squatté les top 5, les top 10 MVP. Une saison énorme, peut-être sa plus grosse en carrière. Son passage aux Spurs lui a fait prendre vraiment de la maturité dans le jeu. Beaucoup plus d'intelligence, une capacité à passer la balle, à créer du jeu bien plus qu'à Toronto avant. Mais du coup, cette saison, pourquoi il a baissé? Parce que, comme je vous l'ai dit, il squattait les top 10 MVP l'année dernière. Et tout simplement, le 11e à l'Est, avec une équipe de Chicago qui devait jouer la 5, 4, 6e place, en tout cas ne pas jouer le play-in et être une équipe de play-off, on n'est pas du tout dessus. Cette équipe de Chicago est très très soft cette année, en tout cas c'est mon avis. Horrible à voir jouer, une attaque en dents de scie vraiment calamiteuse. Évidemment, ils ont encore des blessés. On a appris que Lonzo Ball ne jouera pas peut-être la saison prochaine non plus. Ça va faire presque 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à si on compte l'année prochaine, pardon. Du coup, voilà, une année compliquée pour lui. DeMar DeRozan. Je ne sais même pas s'il va finir, si l'année prochaine il sera encore à Chicago. Il fait ses stats, il est encore très performant à 51% au tir avec des shoots à mi-distance. Les shoots qu'il prend, c'est plutôt impressionnant. Mais il est obligé de baisser pour ça. Et puis j'en ai pas fini avec lui, mais pour ses points faibles, on va dire, parce que je veux mettre en évidence sa défense. Il a une défense qui est assez calamiteuse. Ça a toujours été le cas, mais là, cette année particulièrement, je le trouve vraiment mauvais. De toute façon, cette équipe collectivement est mauvaise. Je trouve que des joueurs comme Caruso ou Patrick Williams essayent de combler les brèches, mais vraiment, ça fuit de partout, si on veut prendre la même expression. C'est horrible, et DeMar DeRozan est un des acteurs importants de cette déroute défensive. De toute façon, comme je l'ai dit, offensivement, c'est pas beau à voir jouer, c'est stéréotypé.
Zach LaVine a mis des mois à commencer à jouer à un réel niveau. DeMar DeRozan, pardon, peut avoir des soirs sans, où il ne marque que 15 points ou des choses comme ça. Même s'il est beaucoup plus régulier que son acolyte, c'est quand même très très faible cette saison. Je sais qu'il a un niveau intrinsèque qui est encore énorme, un All-Star en puissance, tout ce que vous voulez. Je crois même que cette année il l'a été, hein, oui, je suis quasiment certain. Et de toute façon, pour moi, sauf si blessure ou s'il vieillit, il va vieillir évidemment, mais s'il vieillit vite, je pense que l'année prochaine, il sera obligé de remonter parce que je peux pas voir Chicago faire de plus mauvaises décisions, ou à part s'il commence à tanker et là, DeMar DeRozan sera trade, ce serait peut-être bien pour lui, je vous l'avoue, parce que je ne sais pas où va Chicago. Mais en tout cas, un top 30, je pense que c'est plutôt juste pour lui. En tout cas, aujourd'hui. Alors, continuons avec le top 29. En 29, je pense que ça va faire déjà parler. De toute façon, ce top va faire parler parce que c'est quand même assez compliqué de dégager un top unanime. C'est même impossible, hein, personne ne sera d'accord. Mais du coup, en top 29, j'ai choisi Darius Garland. Alors, Darius Garland, le meneur titulaire des Cavs, meneur All-Star. Les Cavs qui sont en 44-28, quatrième à l'Est, dans un Est qui est en haut du classement, plutôt serré, plutôt costaud, on va dire, hein. Il est en 22 points, 2,7 rebonds et 7,8 passes, pardon. En 47, 42 à 3 points, donc vraiment pas mal, et 85% au tir, pardon. Du coup, Darius Garland. Darius Garland, après une première saison, on va dire, de break, où il est vraiment devenu All-Star, où il portait ses Cavs, il a un rôle différent cette année, c'est-à-dire que déjà, Mobley évolue, Mobley grandit, devient un joueur de plus en plus important, même s'il n'y a pas encore besoin de beaucoup le nourrir en ballon. Le vrai joueur à nourrir en ballon, c'est Donovan Mitchell. Et du coup, comment se passe l'intégration de Donovan Mitchell? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Darius Garland est 29e en étant la seconde option? Eh ben, c'est tout simple. Je le trouve plus fort que l'année dernière, on va pas se mentir. Il a moins tout le jeu des Cavs, tout le jeu offensif sur ses épaules. Il peut plus déléguer, ce qui le rend plus impressionnant dans ses choix. Mais bizarrement, en fin de match, j'ai beaucoup de souvenirs de fin de match où il perdait des ballons, où il était encore un peu soft, où il faisait les mauvais choix en fait. Et pour un maestro comme lui qui tourne quand même à 7,8 passes, qui est un passeur impressionnant, qui est un joueur, un métronome assez impressionnant, je suis encore un peu déçu de sa façon de gérer les fins de match. Surtout que en vrai, c'est aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avant que Mobley prenne peut-être le pas, je trouve que Darius Garland est l'âme de cette équipe. C'est le vrai franchise player, ou plutôt le leader de vestiaire, le leader, enfin, c'est la tour de contrôle de ce projet Cavs, de ce jeune projet, de cette jeune équipe. Et par conséquent, c'est la raison pourquoi il est encore 29e. Parce que pour une première option dans le texte, une deuxième première option d'une équipe qui se veut être contenders, hein, qui le sera peut-être d'ailleurs l'année prochaine, qui l'est peut-être cette année s'il y a le niveau de jeu qui se rehausse un peu en playoff, je trouve que je reste un peu sur ma faim, sur un joueur qui est encore jeune, hein. C'est pour ça on va lui laisser le temps. Mais pour l'instant, Darius Garland est un joueur très intelligent qui peut encore monter au scoring, je pense, même si autour de lui, il a des joueurs à nourrir et peut-être que le scoring n'est pas sa priorité. Il peut vraiment tourner en 23-3-9 ou 23-3-8, des choses comme ça, à terme, 24, enfin bref, vous m'avez compris. Un joueur All-Star, cette année, il ne l'a pas été parce qu'il y a beaucoup de concurrence à son poste, mais à terme, je pense qu'il sera All-Star quasiment chaque année. Il a encore à polir son jeu. Il a encore des défauts défensifs, mais ça, au vu de sa taille et de son physique, ça sera dur à compenser. Heureusement que les Cavs ont ce duo d'intérieur assez impressionnant, et même sur les ailes. Mais Darius Garland est un All-Star en puissance, c'est un fait. Comme je l'ai dit, un passing play que je trouve élite, impressionnant. Même si je parle de Darius Garland, on peut parler de toute l'équipe, une équipe de dog. Darius Garland en est la représentation sur le terrain. Il joue avec le sourire entre guillemets. Ça se voit qu'il se plaît dans cette ville-là. Il est content de jouer pour les Cavs, ce qui est un peu étonnant, hein. Enfin ce qui est un peu rare depuis quelques années, voilà. Mais Darius Garland est à la tête de ce projet et je pense que la 29e place est méritée. Du coup,
passons à la 28e. En 28e, j'ai décidé de vous parler et de placer Paul George. Alors c'est pareil, un joueur qui a beaucoup descendu, un joueur qui vieillit, un joueur des Clippers du coup qui est en 37-33 cette année, cinquième, mais dans un Ouest qui est tellement resserré que si ça se trouve quand je sors la vidéo, ils seront quatrième ou septième ou que sais-je. Mais bref, cette année il est en 23,7 points, 6 rebonds et 5,2 passes en 45, 37,5 à 3 points et 88% au lancer. Alors Paul George, un joueur qui a mûri, qui s'est assagi, qui a fait beaucoup d'erreurs pareilles en play-off, qui n'a plus le corps et plus le niveau de jeu d'antan, où je pense qu'à une certaine période, il aurait pu emmener une équipe jusqu'au titre. Mais les blessures, j'arrive pas à le dire, on en décidait autrement. Donc Paul George, que dire? Cette équipe des Clippers manque clairement d'âme, manque clairement de ce truc en plus qui vont faire qu'ils sont contenders tout simplement. Mais Paul George, on ne peut simplement, à part ses blessures, rien lui reprocher. Il tient son rôle, il tient la baraque, bien plus que Kawhi Leonard d'ailleurs. S'ils ont été en finale de conf, c'est en grande partie grâce à lui. Je pense qu'il n'a pas l'amour qu'il reçoit du public et des médias. Je me souviens que pendant le Covid, il était énormément critiqué, et peut-être à raison, hein, mais un backlash médiatique assez puissant sur son dos. C'est un joueur magnifique à voir jouer. Je pense, pareil, un des plus sous-cotés. Genre, regardez Paul George jouer. Il est tellement smooth, son jeu est élégant, c'est un shooter assez naturel, un gros défenseur. Comme on le voit là, il est capable quand même, pour son poste d'arrière ailier, enfin ça tourne beaucoup, vous m'avez compris, de tourner à plus de 5 passes. C'est un joueur qui tire à 37,5 à 3 points. C'est le prototype de joueur sur les ailes qui sait tout faire et que tu as envie d'avoir. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, plus en première option, peut-être en deuxième, on verra cette année ce que ça donne. Mais Paul George est vraiment ce prototype de joueur que toute la ligue rêve et veut avoir tant qu'il ne se blesse pas. Je suis persuadé que cette année en play-off, ça peut faire quelque chose. À voir si cette équipe a assez mûri avec l'ajout de Westbrook, s'ils sont à 100%, s'il n'y a pas de blessure, s'ils retrouvent un peu cette hargne, cette énergie qui on dirait qu'ils ont un peu perdu depuis quelques mois. Enfin bref, Paul George pour moi mérite cette 28e place. Je pense que c'est pas une insulte de le mettre là, parce que vous allez le voir de toute façon, un top 30 NBA, c'est plutôt condensé dans le sens où il y a tellement de talent dans cette ligue, et je pense qu'on va le répéter plein de fois dans cette vidéo et dans les prochaines, c'est que tout simplement, on n'a que des All-Stars ou des joueurs niveau All-Star dans ce top 30. Il faudra vous prévenir, vous n'allez pas voir de joueurs un peu complément ou quatrième option. Non, on parle de stars. Et Paul George, là-dedans, je trouve déjà très bien qu'il soit à la 28e place, surtout avec ses blessures et ses dernières saisons qui ne sont pas non plus très folles. Il a été All-Star cette année, mérité, je n'ai rien à redire là-dessus. J'espère... C'est un des joueurs dont j'espère qu'il gagnera un titre dans sa carrière. Franchement, il le mérite. Il a avoué il y a quelques semaines qu'il n'était plus une première option, et il le savait qu'il était une deuxième option pour aller jusqu'au titre. Des choses comme ça, hein, c'était pas mot pour mot. Mais je trouve ça très intelligent de sa part, dans le sens où il y a peu de joueurs qui peuvent se rendre compte de leur réel niveau. Beaucoup de joueurs force, comme Carmelo Anthony, comme beaucoup à une certaine époque, quand leur niveau baisse, ils ne s'en rendent pas compte. Paul George a encore un niveau excellent et se rend compte déjà de ses baisses. Et je trouve que c'est un joueur très intelligent avec un IQ énorme, et je pense qu'il faut redonner un peu d'amour à ce type de joueur. Enfin bref, passons au 27e place du coup, juste au-dessus, et j'ai choisi de vous mettre Pascal Siakam. Alors Pascal Siakam, comment dire, en début de saison, je le trouvais vraiment très fort, même s'il s'est blessé à un moment donné. Je le trouvais vraiment à un niveau de top 10-15 NBA, no-brainer, genre vraiment très impressionnant. Depuis, je trouve qu'il s'est un peu fondu dans ce marasme, même si ça va plutôt en ce moment, ça gagne quelques matchs, mais ce marasme à Toronto, qui sont 9e actuellement, mais ils ont même pas un bilan positif, ils sont en 33-36. Pascal Siakam est un joueur très
très sous-coté à mon sens, même si depuis quelques semaines j'ai l'impression que il a plus le même niveau, où il arrive moins à scorer, il est un peu moins naturel sur son shoot et sur son niveau de jeu. Il n'en reste pas moins un All-Star en puissance et un joueur qui tourne en 24 points, 7,6 rebonds et 5,9 passes en 47, 34, 77% en lancé. C'est vraiment très impressionnant pour un joueur qui n'était pas du tout attendu à ce niveau-là. Mais bref, ce n'est pas la question, on parle de son niveau actuel, pas des attentes qu'on avait sur lui lors de la draft ou autre. Donc Pascal Siakam est un intérieur, évidemment, gros défenseur, un joueur qui joue près du cercle, bagarreur, franchement je ne sais pas quoi vous ajouter, avec un spin très impressionnant. Je ne sais pas non plus si c'est une première option qui t'emmène très loin. C'est peut-être le problème de Toronto, on ne sait pas vraiment quelle est la hiérarchie entre Van Vliet, entre Barnes, entre Siakam, enfin bref, il faudra définir ça, voir qui se développe, qui vieillit, enfin bref, vous m'avez compris. Parlons de Siakam maintenant. Siakam, c'est vraiment le prototype d'intérieur, de poste 4. On va pas dire moderne parce que c'est quand même quelqu'un qui aime jouer proche du panier. Et d'ailleurs, il a raison de le faire parce qu'il est très dominant dans ce système de jeu-là. Mais comme je l'ai dit avant, il tourne quand même à presque 6 passes. On va dire même 6, il est à 5,9. 6 passes pour un poste 4, 7,6 rebonds, 24 points. Sa vision de jeu est quand même très impressionnante. Après, c'est souvent des décalages qu'il fait parce qu'il attire les défenseurs et tout ça. Mais Pascal Siakam est un joueur à ne surtout pas sous-coter. Je ne sais pas ce qu'il va devenir en fin de saison, s'il va décider de partir, s'il va se faire trade ou quoi. Mais je pense que ça serait une perte énorme s'il n'arrive pas à trouver d'autres talents pour Toronto. Après, moi, personnellement, j'aimerais beaucoup le voir partir, le voir essayer dans d'autres franchises qui pourraient peut-être lui donner une chance de gagner un deuxième titre, hein, parce que Siakam en a déjà un avec Kawhi. Mais non, j'aimerais beaucoup le voir à Portland, notamment à côté d'un Damian Lillard. Je pense que c'est le prototype de joueur défenseur intérieur qui serait parfait à côté de ça. Et je pense vraiment que regardez juste des matchs en fait. Enfin, non, peut-être pas cette année, mais regardez des highlights, regardez les années précédentes de Pascal Siakam. Il est vraiment impressionnant et c'est un plaisir à voir jouer. Et du coup, top 26, on va enchaîner. Hein. Bam Adebayo. Bam Adebayo, je pense que ça va faire débat encore. Alors, joueur du Heat. Le Heat actuellement 7e à l'Est en 38-33. Bam Adebayo tourne en 21 points, 9,4 rebonds, 3,2 assists, en 54% au tir. Il prend pas vraiment de 3 points, donc on va même pas citer, et 80% au lancer, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Alors Bam Adebayo, c'est un profil, lui, vraiment, de pivot moderne, qui peut switch, qui peut défendre à peu près tout le monde, hein, tant qu'ils sont pas survitaminés comme des De'Aaron Fox ou quoi. Bam Adebayo est vraiment un joueur très impressionnant, notamment défensivement. Je pense qu'il a le niveau intrinsèque pour devenir Depoy, pour être dans les all defensive team, ça c'est sûr. Mais voilà, offensivement, il n'arrive peut-être pas à passer ce cap. On en parlait déjà il y a deux ans plus, où il était à 19 points ou des choses comme ça, je ne saurais pas exactement vous dire combien, mais à cette époque-là, on disait que s'il développait peut-être un shoot à mi-distance, il pouvait passer un cap, s'il arrivait à s'éloigner, s'il arrivait à faire ça ou ou je ne sais quoi. Au final, il marque 21 points. On est dans une NBA du scoring, donc pour certains, vous allez me dire que je suis assez dur avec lui, mais pour moi, en attaque, surtout avec ce que j'ai vu l'année dernière en playoff de lui, que je trouvais vraiment très faible, notamment offensivement, où je crois qu'il a fait vraiment des séries, mais je veux pas vous dire de bêtises, où il était autour des 10 points ou des choses comme ça, mais je pourrais même pas vous dire contre qui, j'ai juste un souvenir assez vague de ça, et je pense vraiment que Bam Adebayo est un bon joueur, est un excellent joueur défensif, mais à la manière d'un Rudy Gobert, et vraiment je grossis le trait parce que Rudy Gobert rêverait d'avoir le bagage offensif de Bam, mais il sera limité. Ça ne sera jamais en tout cas une première option. Et c'est pas ce qu'on lui demande en soi à Miami, parce qu'il y a Jimmy Butler devant lui. Sauf que cette année, Jimmy Butler a beaucoup été absent, beaucoup reposé, beaucoup blessé, beaucoup de raisons, hein. Vous savez comment est Miami, et comment est surtout Jimmy Butler.
Et du coup, il a dû prendre sur son dos un peu la franchise. On va dire qu'en début d'année, il y arrivait. En ce moment, depuis quelques semaines, c'est un peu plus difficile, mais Jimmy Butler est revenu à un excellent niveau. Mais dès qu'il passe les 20 points, j'ai l'impression que Miami gagne, et c'est plutôt bien. Mais comment dire? En fait, il est la représentation pour moi d'une équipe de Miami cette année qui est horrible à avoir joué, qui a une défense fabuleuse comme chaque année finalement, mais qui offensivement est une des pires équipes. Et Bam Adebayo ne sort pas cette équipe de ce marasme. Il est évidemment pas à... On ne doit pas lui jeter la pierre finalement parce que c'est un des meilleurs joueurs, un All-Star, et il méritait de l'être avant Jimmy Butler ou avant Tyler Hero pour moi. Mais il est quand même assez limité. Je vais pas mentir, je n'ai pas beaucoup d'attache pour Bam Adebayo et Miami en général, surtout cette année. Je sais que c'est un excellent joueur qui peut être un complément formidable, surtout pour une équipe qui vise un titre, même si Miami cette année, je ne sais pas s'il vise quoi que ce soit. Mais, euh, mais j'aimerais bien que ce cap soit passé, ou peut-être un truc mental, peut-être qu'il ne passe pas par le jeu en lui-même, mais quelque chose qui fasse de lui un vrai leader et qui ne s'éteigne pas parfois en playoff ou pendant quelques semaines de régulière. Enfin, vous m'avez compris. Donc Bam Adebayo, j'ai eu l'impression d'être un peu plus dur avec lui, peut-être parce que je l'attendais plus haut finalement, et que pourtant, en faisant le classement, en relisant, vraiment le top 26, pour moi, c'était plutôt juste. Top 20, oui, top 26, pardon. Enfin bref, je vais arrêter avec Bam Adebayo. Ne regardez surtout pas Miami, hein, franchement, regardez des highlights et même pas, je pense. Mais non, regardez pas Miami. Et on va passer au top 25. Alors, top 25, encore un joueur qui va faire débat. Et là, pour le coup, c'est le débat personnifié. C'est Kyrie Irving. Kyrie Irving en 25. Alors, il a joué pour les Nets et pour Dallas, on va dire le bilan de Dallas plutôt. Dallas qui est en 35-35, 8e à l'ouest. Kyrie Irving qui est en 27-5, 5 rebonds, pardon, et 5,6 passes en 49, 38, 89,7 au lancer franc. Bah en fait, comment dire? Kyrie Irving sur le terrain, j'adore. C'est-à-dire que là, je viens de lire ses stats. Ça me paraît tellement naturel. J'ai tellement pas l'impression qu'il fasse une grosse saison régulière que je suis limite surpris de voir de telles stats, 27 points à 49% au tir pour un meneur arrière. Enfin bref, vous m'avez compris, je trouve ça vraiment excellent. Mais c'est peut-être le hors-terrain qui pêche. Une année très compliquée pour lui avec les médias, avec ses propres déclarations, avec tout ce qui s'est passé, sa demande de transfert. Et là, du coup, on va nexter tout ça parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Il est arrivé à Dallas, du coup, après son transfert, où c'est une situation très particulière. Parce que lui ne voulait, je pense, pas venir ici. En tout cas, c'était pas son premier choix. Dallas est dans une sorte de win now pour essayer de le faire re-signer, en tout cas faire une belle saison. Et depuis qu'il est arrivé, au vu du fait que on a une grosse perte de défense côté Dallas avec le départ de Dorian Finney-Smith et l'arrivée de Kyrie, eh bien Dallas perd. Doncic est beaucoup blessé. Kyrie Irving est à un niveau excellent, toujours ce handle fabuleux, gracieux, tout ce que vous voulez. Cette capacité pardon, à être clutch. D'ailleurs, depuis qu'il est à Dallas, il redevient un des joueurs les plus clutch de la ligue dans les quatrièmes quart-temps. Ses matchs et fins de match étaient assez impressionnantes. Même contre les Suns où c'était une défaite, il était vraiment, vraiment pas mal. D'ailleurs, il a fait des cartons offensifs associés à Doncic à plus de 40 points qui étaient vraiment impressionnants. Franchement, il arrive à s'intégrer à ce système de jeu, mais du fait de son profil, franchement, ça perd des matchs et c'est logique. C'est un joueur, Doncic, qui est beaucoup trop lent et qui n'a pas la défense dans ses gènes, on va dire, et Kyrie Irving est un meneur de poche qui ne peut non plus que très peu défendre. Mais du coup, maintenant qu'on a parlé un peu de l'équipe, des défauts et tout ça, eh bien, parlons de qualité, hein, mais les qualités sont les mêmes depuis des années. Kyrie Irving est un joueur sur qui on ne peut pas compter, mais est un joueur avec un talent fabuleux. Je pense que c'est le basket, le street basket, le streetball incarné à la perfection. C'est un joueur qui peut shooter à mi-distance à 3 points en pénétration, avec des touchés excellents proches du cercle, qui peut faire des drives
faire des feintes de corps, des crosses et tout ça. Son handle est magique. Je pense que de toute façon, niveau handle, il y a personne dans l'histoire qui lui arrive à la cheville. Même Allen Iverson n'était pas aussi gracieux ou aussi efficace que lui même. Mais Kyrie Irving est un joueur qui fait encore débat, hein. On ne sait même pas si cette année, si à la fin de l'année, des gens voudront lui mettre un contrat max au vu de son passif. Moi, je le mets top 25 parce que c'est un talent naturel assez incroyable. Mais je comprendrais qu'on le mette plus bas. Je comprendrais même qu'on ne décide de pas le mettre parce qu'au final, il ne fait gagner personne. Il pose des problèmes plus qu'il n'en résout lorsqu'il joue ou plutôt lorsqu'il ne joue pas. Mais moi, je ne peux que respecter ce qu'il a fait dans sa carrière, le niveau auquel il joue actuellement, auquel il a joué. Et puis, tout simplement, on parle beaucoup de ses mauvais côtés, de ses déclarations. C'est légitime d'en parler, hein, mais il faut pas oublier que Kyrie Irving est un joueur, est un homme, pardon, admirable qui a fait beaucoup de choses pour des causes sociales, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, etc. Je voulais juste en parler 2 secondes parce que avec tout le clash et tout ce qui se passe médiatiquement, je trouve important d'en parler aussi. Donc Kyrie, 25e. On va parler du 24e directement, hein. On se rapproche doucement du 21e qui sera le dernier pour cette vidéo. Alors en 24e, un joueur que j'adore, que j'ai appris à aimer, on va dire, cette année, Domantas Sabonis. Alors, Domantas Sabonis, je pense, fait une saison historique à travers celle des Kings. Les Kings qui sont deuxième à l'ouest en 41-27. Sabonis qui est en 19, 12,4 rebonds et 7,2 passes en 61% au tir, 37% à 3 points et 76% au lancer. Si Jokic n'existait pas, Sabonis ferait beaucoup plus parler de lui. Parce que Jokic a rendu ça limite banal, mais Sabonis est ce type de poste 5 ou poste 4, on ne sait pas vraiment, qui peut passer, qui peut absolument tout faire, qui a un instinct en attaque qui est assez impressionnant. Évidemment, on va parler très vite de sa défense, hein. On va dire clairement qu'elle est mauvaise, qu'il n'a pas le coffre, qu'il n'a pas le corps pour être un bon protecteur de cercle. Franchement, on peut s'en douter au vu de son physique. C'est un attaquant élite, mais défensivement, ça ne marche pas. Maintenant, je veux l'encenser. Parce que Domantas Sabonis, il a fait un Euro très compliqué cet été. Moi, je ne croyais zéro en lui. J'étais tellement déçu que Tyrese Haliburton parte des Kings. Et au final, je me suis lourdement trompé. Parce que c'est le meilleur ajout qu'on pouvait faire à côté d'un De'Aaron Fox. Domantas Sabonis fluidifie n'importe quelle attaque. Est un joueur supérieurement intelligent à mon sens, qui peut faire les bons choix H24, qui ne force jamais un shoot, qui a un rebondeur excellent. 12,4 rebonds, c'est quand même assez énorme, hein, surtout qu'il n'a pas un physique de Golgoth, comme je l'ai dit. 7,2 passes, c'est que des fois, vraiment, il joue comme un meneur, c'est assez impressionnant. Même si c'est totalement différent d'un Jokic, c'est tout aussi fabuleux dans le style, je trouve. Et puis vraiment, il est sûrement dans la meilleure attaque en termes de niveau, en termes de stats avancées, en termes de tout finalement, de ces 20 dernières années. Cette attaque des Kings marque 125 points tous les soirs. À quoi ça sert de défendre quand tu marques 130 points tous les soirs, 125? Domantas Sabonis représente ce niveau de jeu-là, représente cette attaque qui est magnifique. Franchement, regardez cette fois-ci, regardez vraiment. C'est une des premières fois que je le dis dans la vidéo, hein. Je pouvais le dire que pour les Cavs et pour les Kings pour l'instant, mais regardez ce niveau de jeu, regardez. Enfin, j'espère que ça durera des années aux Kings, mais on sait jamais avec eux. Donc regardez tant qu'il est encore temps. Domantas Sabonis fait la meilleure pour moi saison de sa carrière. C'est une saison qui est grave émouvante. Il y a quelque chose de all-time qui se passe. Il a d'ailleurs été All-Star cette année, c'est totalement mérité. Je ne sais pas si c'est une première ou deuxième option à côté de Fox. De toute façon, vous verrez, j'en ai pas encore parlé, je n'ai pas parlé de lui, donc je veux pas vous spoil, pardon, on verra. Mais Domantas Sabonis en tant qu'option 2, 1 bis, c'est vraiment,
c'est de la crème. C'est tout ce que vous voulez. J'adore. Et oui, au niveau des défauts, sa défense, hein, mais à quoi sert une défense quand tu marques 147 points par match? C'est quand même assez impressionnant. Je ne sais même pas si il faudrait rajouter un poste 5 défensif à cette équipe ou si ça détruirait un peu l'alchimie le collectif en attaque avec un Domantas Sabonis en 5. Mais j'adore. En plus, ça a l'air d'être un coéquipier. C'est un coéquipier énorme qui a l'air d'avoir adopté Sacramento, a adopté l'énergie Light the Beam qu'ils ont mis cette année. Donc oui, grand respect à ce monsieur qui fait quelque chose d'extraordinaire. Et continuons après ce petit moment émotion avec le numéro 23, un autre joueur très très impressionnant, pas sous-coté, j'allais dire sous-coté mais pas du tout je pense, bien coté, correctement coté. Alors en numéro 23, on a Anthony Edwards. Alors Anthony Edwards qui est pour moi le franchise player des Timberwolves, qui sont actuellement 7e avec un bilan de 35-35 à l'équilibre. Anthony Edwards est actuellement en 25 points, 6 rebonds, 4,5 passes en 46, 37, 77. Alors, je sais que ça ne compte pas vraiment, qu'on parle de niveau intrinsèque, qu'on ne calcule pas les âges ou je ne sais quoi, mais j'aimerais quand même mettre sur la table que Anthony Edwards, aujourd'hui, quand je vous parle, il a 21 ans. 21 ans, il est en 25, 6, 4,5. Voilà. Juste pour remettre le contexte. Et cette année, il a énormément progressé. C'est-à-dire qu'au début de l'année, il s'en foutait un peu. Je pense qu'il n'était pas heureux de cette équipe. Cette équipe qui a été d'ailleurs créée et agencée, pas pour lui, mais pour Karl Anthony Towns. Même si je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe entre les deux. Entre tous d'ailleurs. Anthony Edwards est du coup un très jeune joueur qui fait des progrès, comme je l'ai dit. Donc déjà un bon rebondeur pour son poste, poste 2, qui n'est plus un trou noir et qui a progressé à la passe, mais surtout qui est passé d'un clairement mauvais en saison rookie, défenseur à un défenseur qui commence à fermer les trous, à commencer à avoir un vrai impact. Je pense que c'est grâce aux joueurs qui l'entourent ou qui l'ont entouré comme Pat Beverley les années précédentes. Mais Anthony Edwards commence à être réellement un two-way player. Je crois que c'était contre Dallas. Ouais, contre Dallas, on voit une action défensive assez impressionnante où il se jette sur Kyrie, qui l'empêche de respirer avec je ne sais plus qui est l'autre joueur avec lui. Enfin bref, une action collective avec 2 défenseurs où lui court partout, assez impressionnant. Mais on va quand même parler de l'attaque. Anthony Edwards, c'est principalement un scoreur, et un joueur surathlétique. À qui on pourrait le comparer? Je pense qu'on peut le comparer à de très grands arrières dans l'histoire. Il me fait penser déjà à un Donovan Mitchell, mais en plus grand. Un D-Wade, finalement. Wade, clairement. C'est un joueur avec des qualités athlétiques énormes, un des meilleurs dunkers de la ligue. Il a déjà des dunks mythiques dans son bagage. C'est un joueur qui peut shooter de loin, aux 3 niveaux, même si voilà, c'est encore un peu brut, mais comme je vous le dis, il a 21 ans, quoi. Anthony Edwards est un scoreur plutôt propre, on va pas se mentir. 46% au tir à 21 ans, voilà. Même si on est dans sa 3e saison, vous allez me dire, mais voilà, il est arrivé tôt. Non, Anthony Edwards est le mec que les Timberwolves attendaient, et le mec sur qui on doit construire et autour de qui on doit construire. Pas Karl Anthony Towns. Il faut arrêter de faire ces erreurs-là. Il porte cette équipe qui a beaucoup perdu en talent avec les blessures, avec la baisse du niveau de jeu de Rudy Gobert, avec le départ de D'Lo, même si ça fitait pas, que c'était un peu bizarre. Et néanmoins, cette équipe joue mieux parce que le niveau de jeu d'Anthony Edwards a augmenté. Cette équipe, même si elle manque de talent pur, je pense, est beaucoup mieux construite. Parce qu'elle est construite autour de lui, en fait. Elle n'est pas construite autour d'un poste 5 qui veut jouer poste 4. Voilà, vous m'avez compris. Du coup, Anthony Edwards, je le mets 23e. Et attendez les années prochaines, dans quelques années, parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il soit top 15, top 10, top 5. Allez, là on rêve un peu, mais voilà, top 10. Continuons. Et on a encore une grosse cote en numéro 22.
De toute façon, quand on parle de ce type de joueurs un peu confirmés ou qui sont là depuis longtemps dans la ligue, souvent ils font débat, souvent des gens l'aiment ou les détestent. Il n'y a pas de juste milieu. Là, on va parler en numéro 22 de Anthony Davis. Alors effectivement, oui, gros débat. Les Lakers sont actuellement 10e dans un mouchoir de poche en 34-36. Anthony Davis est en 26, 12,6 rebonds, 2,5 passes, en 56% au tir, 80% au lancer, avec 2,1 blocs par match. Alors, Anthony Davis, pour moi, est un joueur intrinsèquement qui pourrait rivaliser avec des Giannis qu'on verra de toute façon au-dessus, je pense que vous vous en doutez, mais vraiment dans ce type de joueur-là qui peut t'emmener au titre, c'est pour moi le meilleur joueur de la bulle avec LeBron, vraiment ça se joue à des détails en 2020, c'est un joueur qui sans les blessures serait sûrement Depoy ou MVP depuis quelques années ou dans quelques années. Anthony Davis a eu une saison plutôt complète, pas trop de blessures cette année. Il a retrouvé confiance en son jeu. Et du coup, quand il retrouve confiance en son jeu, malgré toutes ces petites blessures, il en a jamais eu de vraiment grosses, mais des petites blessures, et ben il est surdominant. C'est un mec qui peut te sortir un 50-18 tranquillement, on va dire. Il peut te sortir des matchs à 30 points, 15, 18, 20 rebonds. C'est un rebondeur exceptionnel. C'est un joueur qui, cette année, a enfin compris qu'il fallait qu'il joue proche du cercle, finalement, qu'il se serve de son corps, même si son corps est fragile. Il avait trop tendance, et quand il est blessé, ou quand il revient de blessure, ou quand il n'a pas confiance en son corps, à s'éloigner et à prendre des risques, à jouer beaucoup moins bien. Et là, Anthony Davis ose. Il ose et ça marche. C'est-à-dire qu'il a un vrai impact sur le jeu qu'il n'avait pas l'année précédente, à mon sens. Défensivement, c'est un monstre. Des fois, il ne saute pas au contre ou il essaye pas de contester vraiment certains tirs. On le sent qu'il essaye quand même. Il préfère se prendre 2 points que se blesser gravement ou jouer avec son corps. On va dire que d'autres personnes le font dans la ligue. Je vais pas lui en tenir trop rigueur. Mais Anthony Davis est pour moi intrinsèquement un joueur qui devrait être beaucoup plus haut. Mais comme je le dis, avec les problèmes que nous avons aux Lakers, des problèmes de blessures, des problèmes d'effectifs très mal construits, Anthony Davis aussi qui devait être le futur des Lakers, qui doit être aujourd'hui le vrai franchise player. Il est encore derrière un LeBron James de 38 ans. C'est un peu décevant, hein. C'est même beaucoup décevant, même si on parle de LeBron James. Anthony Davis, intrinsèquement, devrait être ce type de joueur comme un Embiid qui marche au moins individuellement sur la ligue. Et c'est ce qui fait, on va dire, un match sur deux quand il est pas blessé, quand les étoiles s'alignent un peu. Mais même quand il marche pas sur la ligue, ou en tout cas sur son opposant, et qui fait un 20-12, des choses comme ça, je ne peux même pas critiquer ça parce que les Lakers peuvent gagner avec un Anthony Davis comme ça. Sa défense en reste pas moins impressionnante. C'est un des meilleurs défenseurs de la ligue, hein. Déjà, ça fait 10 ans que c'est un des meilleurs défenseurs de cette ligue. Il est impressionnant. Et je pense que oui, si les blessures le laissent tranquille, c'est pareil, il va remonter. On rappelle qu'il a aujourd'hui 30 ans à peine, 31 peut-être, max, mais vraiment je ne suis pas sûr. Je pense qu'il a 30 ans. Anthony Davis est encore jeune entre gros guillemets. Donc oui, 22 c'est vraiment sa limite basse. J'aurais pu limite le mettre au-dessus parce que vraiment regarder jouer ce mec, il est impressionnant. On parle encore d'un intérieur qui va au cercle, qui a un handle de meneur, qui peut jouer, qui est assez intelligent collectivement, on va dire, que ce soit en défense ou en attaque. J'adore quand il se rapproche du cercle. Enfin bref, c'est un joueur qui peut dominer n'importe quel opposant et même des joueurs dont on va parler dans 13 vidéos, enfin tout à la fin. Donc oui, Anthony Davis est bien 22e. Alors le dernier joueur dont on va parler aujourd'hui, à part les joueurs qui ont été, on va dire, recalés de ce top 30, le dernier joueur, le numéro 21 du coup, c'est Julius Randle. Julius Randle, grosse surprise, grosse cote, tout ce que vous voulez. Franchise player d'une équipe des Knicks qui est actuellement 5e de l'Est en 41-30. Lui, il est en 25 points, 10,3 rebonds, 4,1 passes en 46, 34, 75. Alors, ça c'est pareil, ça va faire débat. Je pense que peu de gens regardent vraiment les Knicks jouer, mais
ceux qui savent. C'est-à-dire que vraiment, Julius Randle mérite cette place et il aurait pu être plus haut. Je vois des joueurs plus hauts avec qui j'aurais pu peut-être inverser. J'ai dû faire des choix, mais Julius Randle, dont j'avais aucun espoir qu'il ne joue cette saison aux Knicks. L'année dernière, il y a eu des fortes embrouilles, une année vraiment compliquée. Lui, il faisait n'importe quoi, on va pas se mentir, hein. Il n'avait aucun impact sur la win, il forçait ses shoots à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Il arrive à jouer, il n'a pas tout en main, c'est-à-dire que Jalen Brunson le relaie, enfin, c'est plutôt lui qui relaie Jalen Brunson balle en main. Il est finisseur et c'est dans ce rôle-là qu'on le veut. C'est un très bon scoreur proche du cercle. C'est un excellent rebondeur, mais alors excellent. C'est un joueur qui arrive à prendre les bons shoots à 3 points. Il y a quelques semaines, il a mis un shoot au buzzer sur une jambe à 3 points assez exceptionnel. C'est un joueur pétri de talent, même si j'ai encore beaucoup de doutes sur sa capacité à emmener une équipe très loin. Mais en saison régulière, en tout cas, et cette année, il mérite totalement cette place de 21e. Cette équipe est vraiment surprenante. Là, après le All-Star Weekend, ils sont revenus, je crois qu'ils ont gagné 8 matchs d'affilée, quelque chose comme ça. Franchement, c'était impressionnant. C'est une équipe de bagarreurs, c'est une équipe qui ne lâche rien, qui joue à 200%. Julius Randle, on peut le critiquer autant qu'on veut. Il peut être des fois mauvais en défense, il peut avoir des matchs complètement sans ou s'embrouiller avec des gens. Il n'en reste pas moins que il est encore à New York, il adore cette ville, il joue à 2000% chaque soir au Madison Square Garden. C'est impressionnant, je pense que d'autres seraient partis. Moi, à sa place, je serais sûrement parti. Parce que Julius Randle n'a pas toujours été respecté, il n'a pas toujours respecté la ville non plus, je pense, ou ses coéquipiers. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, il est simplement tout à fait impressionnant. C'est le clair patron de New York, franchement, qui d'autre que lui, d'une équipe qu'on attendait vraiment peut-être même pas jouer le play-in, on savait pas où elle allait. Cette équipe est 5e, se bat limite pour la 4e place plutôt que pour la 6e. Elle a fait que progresser au cours de l'année. Franchement, je sais que tout n'est pas de son fait, qu'il y a beaucoup de... La progression d'Emmanuel Quickley ou alors le jeu de Jalen Brunson ont beaucoup aidé, mais Julius Randle n'en reste pas moins le leader, l'âme, le chef du projet, le chef de tout. Franchement, s'ils refont des saisons comme ça, parce qu'on se souvient qu'il y a 2 ans, ils avaient fini top 4, je pense même qu'il peut avoir son maillot retiré à New York. Je sais que New York est assez dur avec le fait de retirer des maillots, mais là, Julius Randle est vraiment impressionnant et je pense que New York, la grosse pomme, le kiffe à mort et ils ont bien raison qu'ils profitent, même si je pense que pour un peu niquer l'ambiance, il ne fera jamais quelque chose de grand en play-off avec cette équipe, en tout cas dans l'état actuel des choses, en tant que première option en tout cas. Enfin bref, voilà. Donc je résume, hein. En top 30, nous avons DeMar DeRozan. En 29, Darius Garland. 28, Paul George. 27, Pascal Siakam, pardon. En 26, Bam Adebayo. Kyrie Irving en 25. 24, Domantas Sabonis. 23, Anthony Edwards. Ensuite, en 22, nous avons Anthony Davis. Et en 21, le dernier pour aujourd'hui, Julius Randle. Et du coup, qui manque-t-il ? Parce que vous allez me dire que certains sont All-Stars, sont des vrais stars de cette ligue, et que du coup, certains n'ont pas passé le coche. Je vais pas m'expliquer 1000 ans sur tous. Zach LaVine ne sera pas dans ce classement. Je pense que c'est assez logique pour beaucoup de gens. Jalen Brunson, malheureusement, n'a pas passé le cap, et pourtant, Dieu sait qu'il est vraiment très, 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 très fort. Tyrese Haliburton, c'est pareil. Peut-être un peu trop brut, on attend de voir beaucoup plus de choses, même s'il a été All-Star et qu'il fait une saison magnifique. Jaren Jackson Jr., je pense qu'il n'a pas un assez gros impact offensif, même si défensivement c'est un monstre, il joue 28 minutes, il s'est beaucoup blessé, je pense qu'il a encore des choses à prouver, et de toute façon il était vraiment aux portes du top 30. Et surtout, celui qui manque pour moi, et j'ai beaucoup hésité à le mettre en top 30, c'est Brandon Ingram. Brandon Ingram est un joueur magnifique à voir jouer. Je n'ai pas réussi à le rentrer, mais ça s'est joué à des broutilles, mais beaucoup blessé.
beaucoup blessé. N'évolue pas assez au scoring. Ça fait des années il n'arrive pas à passer un autre step pour être vraiment une superstar de cette ligue. Évidemment, je le trouve sous-coté, hein. Je pense que même moi, là, je le sous-cote peut-être un peu. Mais Brandon Ingram non plus. Et enfin, le dernier qui n'a pas passé le cap, c'est Jrue Holiday. Alors, évidemment, certains connaissent mon amour pour Jrue, mais il ne passera pas le cap. Il y a beaucoup trop de talent au-dessus de lui. C'est peut-être le meilleur défenseur extérieur du top 30, alors qu'il n'en fait pas partie. Ça se joue en tout cas. Mais non, désolé. Jrue, ça sera pas pour cette fois. Enfin bon, voilà, on a terminé ce top 30 à 21. Du coup, c'est le moment où je vais commencer à vous dire au revoir. J'espère déjà que ce début de top 30 vous plaît. Je pense faire beaucoup de top ou de choses comme ça parce que ça me plaît. C'est marrant à faire plutôt plus qu'à tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'espère que j'aimerais bien avoir vos retours, voir comment vous trouvez ça, les désaccords et tout ça, lancer des débats, ça serait pas mal. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, je vais continuer, hein. Celui-là est parti, on verra ce que ça donne. J'en ferai d'autres. Et puis voilà, donnez-moi vos retours. Je vais faire un petit tableau, je pense, que je mettrai sur Twitter du top 30 ou sur mes réseaux sociaux, etc. Donc à voir. Je vous dis au revoir pour cette vidéo. À la prochaine et puis prenez soin de vous.